Sur YouTube, on vous apprend à maximiser vos résultats sportifs, comment vous pouvez travailler plus longtemps, faire plus de séances, faire plus d'exercices dans le but de gagner plus. Mais que se passe-t-il si au lieu de maximiser nos résultats, on essaie cette fois-ci de maximiser notre temps? En d'autres termes, quelles sont les techniques que nous pouvons mettre en place pour s'entraîner le moins possible, mais tout en développant un corps qui est véritablement très fort et qui est solide? Alors, ces techniques, je vais vous les montrer entièrement dans cette vidéo. C'est une vidéo qui est longue, mais qui va être vraiment très intéressante et profonde. Et plus précisément, je vais vous expliquer comment, en vous entraînant une seule fois par semaine, et ce pendant moins d'1 heure, vous pouvez devenir vraiment fort. Donc, je vais vous donner vraiment tous les exercices dont vous avez besoin, les séries, les répétitions, les points techniques à respecter, bref, absolument tout. Donc vraiment, accrochez-vous. Ces informations sont basées sur les travaux du préparateur physique américain Philip Chubb, qui a permis à plusieurs centaines de personnes, par exemple, de réussir des mouvements comme les pompes en poirier en faisant seulement un exercice, et ce, une seule fois par semaine, parce que vraiment, toute sa méthodologie est en fait basée sur le minimalisme. Alors moi, j'ai étudié sa méthode, j'ai fait un coaching de 6 mois avec lui, et je vous révèle tout aujourd'hui. C'est parti. Alors la première technique que nous allons utiliser est la résistance accommodée. Elle consiste à uniformiser l'intensité d'exercice que vous allez effectuer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement en termes vraiment simples? C'est-à-dire que généralement, lorsque vous effectuez un mouvement, il y a une phase de montée et il y a une phase de descente. Donc par exemple, lorsque je vais faire une traction, je monte vers la barre, ce qu'on appelle une contraction concentrique, parce que les fibres convergent et la longueur du muscle diminue. C'est la raison pour laquelle, imaginons, je contracte mon biceps, logiquement, il va grossir à ce moment-là. Et il y a également donc une phase de descente, où je vais donc descendre de la barre, ce qu'on appelle une phase excentrique, et c'est la phase où le muscle s'étire. Il se trouve qu'on est généralement toujours plus fort lors de la phase excentrique, donc la descente, que lors de la phase concentrique, c'est-à-dire la montée. Et en effet, en fonction des études, la différence de force peut par exemple aller jusqu'à 25%. Donc c'est quand même une différence qui est excessivement notable. Donc, ça veut aussi dire que logiquement, l'intensité au cours d'une série de répétitions, elle va pas cesser de fluctuer. En gros, lorsque je vais monter, ça va être dur. Lorsque je vais descendre, ça va être simple. Et donc, le but de la résistance accommodée est d'uniformiser l'intensité de manière à ce qu'elle soit toujours constante. Donc, l'intensité reste la même. Donc, en gros, on a énormément d'intensité, et ce tout le temps, et ce tout au long de la série. Donc, on va essayer vraiment de maximiser l'intensité de chaque répétition de manière à ce qu'elle soit vraiment les plus dures possibles, parce que chaque répétition doit vraiment être un véritable calvaire. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer un petit exemple, mais sachez qu'on va voir précisément comment la mettre en place dans grosso modo, je sais pas, 5 à 10 minutes en fonction du temps que je vais prendre à parler. Mais donc voilà, petite vidéo. Alors là maintenant, je vais vous expliquer comment mettre en place la résistance accommodée. Alors je le répète, le but de la résistance accommodée, c'est de rendre chaque partie d'une répétition, donc la phase positive et négative, la descente et la montée, la phase excentrique, la force concentrique, vraiment chacune de ces phases doit être rendue le plus dur possible afin de vraiment pousser l'intensité à son paroxysme pour que vraiment chaque répétition soit un calvaire abominable. Ok, c'est vraiment ça le but. Et donc pour illustrer ce propos, je vais vous montrer un exercice. Je vais d'abord faire des répétitions normales, puis ensuite je vais vous expliquer pas à pas comment je mets en place la résistance accommodée afin que vous puissiez voir la différence entre les deux. Donc par exemple, il y a un exercice très intéressant pour commencer à travailler les pompes en poirier, c'est ce qu'on appelle les pike push-ups. Donc on va généralement commencer dans ces positions-là, on va aller en avant et on va faire des répétitions. Hop. Donc ça, c'est des répétitions qui sont normales. Maintenant, comment je vais faire pour justement appliquer une résistance accommodée? Alors, il y a plusieurs mécanismes qu'on peut mettre en place. Premièrement, logiquement, plus je vais avoir du poids au niveau de mes mains, plus le mouvement va être dur. Et réciproquement, plus je vais avoir du poids au niveau de mes pieds, plus le mouvement va être simple. C'est-à-dire que plus je vais essayer de basculer mon poids en avant, plus le mouvement sera dur. Et plus je vais le basculer en arrière, plus le mouvement sera simple. Donc ça, c'est ce que je vais faire lors de la descente. Et je vais aller tellement loin en mettant le poids sur mes mains que si j'essaye de remonter de la même manière, je ne pourrai pas le faire.
Et donc ce que je vais faire, c'est que lorsque je vais remonter, je vais légèrement à nouveau basculer mon poids en arrière pour rendre le mouvement plus simple et de faire en sorte qu'il soit juste suffisamment simple pour que je puisse faire la répétition. Mais comme dit, le but, c'est vraiment de rendre la répétition la plus dure possible. Et la raison pour laquelle l'angle il est différent lorsque je descends, c'est comme je l'ai dit, lors de la phase excentrique, c'est là où on est le plus fort. Et donc c'est vraiment là où je veux mettre l'accent. Donc, si je recommence, au lieu de faire une répétition normale, je vais vraiment essayer de mettre tout mon poids sur les mains, comme si mes pieds pouvaient se soulever. Hop, je descends. Et là, je ne pourrais pas remonter, donc je reviens un peu en arrière. Hop, ça fait une répétition. Et du coup, si j'essaie de faire toutes mes répétitions comme ça, et bien sûr, en moins de 5 répétitions, je serai cuit. Donc c'est vraiment ça qu'on essaie de faire avec la résistance accommodée. En fait, puisque l'intensité est phénoménale, ça nous permet de compenser un manque de volume et de fréquence d'entraînement. Et la raison pour laquelle c'est le cas, c'est que chaque entraînement est en fait composé de 3 éléments. Peu importe l'entraînement que vous allez faire, il y aura 3 éléments. Premièrement, l'intensité avec laquelle vous allez travailler, c'est-à-dire votre pourcentage de travail par rapport à votre charge max. Donc plus vous êtes proche de la plus grande charge que vous êtes capable de soulever, et plus l'intensité va être grande. Deuxièmement, on a le volume, ça va être logiquement le nombre de fois on va répéter une certaine intensité. Donc c'est tout ce qui est série, répétition. Et logiquement, le volume va être proportionnel à l'intensité parce qu'on ne peut pas faire beaucoup de répétitions d'un mouvement qui est méga intense. Et troisièmement, on a la fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois où vous allez répéter votre volume, c'est-à-dire tout simplement votre nombre de séances. Et le truc, c'est que, sauf si vous prenez des stéroïdes ou si vous avez un potentiel génétique tout simplement incroyable, vous pouvez seulement attribuer un nombre de points limité dans chaque catégorie. Donc par exemple, si je dois attribuer 8 points en tout pour avoir un entraînement qui est efficace, je peux donner par exemple 2 points d'intensité, 2 points en volume, 4 points en fréquence, mais je ne peux pas donner 4 points de partout parce que le corps a une faculté d'adaptation qui est limitée. Néanmoins, ce qui est cool, c'est que je peux attribuer mes 8 points comme je le souhaite et j'aurai toujours de bons résultats à condition que ces 8 points soient attribués. Je vais vous montrer un exemple avec un tableau. Par exemple, si j'ai 8 points, et ce de manière vraiment très schématisée, si je mets la majorité de mes points en volume et que je vais simplement rebalancer le reste de manière équitable entre l'intensité et la fréquence, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai le travail de musculation classique. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je vais rien mettre en volume, mais que cette fois-ci je vais éparpiller le reste à la fois en intensité et en fréquence? Qu'est-ce que j'aurai? J'aurai la méthode grise de groove, c'est-à-dire une méthode où on va travailler tous les jours qu'une seule série à la fois avec une très forte intensité. Donc imaginons une série tous les heures ou tous les 2 heures, etc. Donc le volume par séance excessivement faible, la fréquence grande, l'intensité grande également. Et on a toujours 8 points, donc on pourra avoir de bons résultats. Et qu'est-ce qui se passe si là maintenant, je mets pratiquement tout en intensité et que vraiment juste le minimum de minimum en volume et en fréquence? Qu'est-ce qu'on a? C'est là où ça nous intéresse justement, on a justement la résistance accommodée. Ça veut dire que puisque j'ai tous mes points en intensité, ça veut dire que je peux avoir une séance avec un faible volume et une faible fréquence et c'est tout parce que tous mes points ont été distribués là, mais j'ai encore 8 points et donc puisque j'ai tous ces points d'intensité, ça me permet de compenser le reste. Comme je vous l'ai dit, le corps il a une adaptation, une récupération qui est limitée. Donc si je maximise l'intensité en faisant peu de répétitions, en étant très proche de ma charge maximale, en uniformisant l'intensité grâce à la résistance accommodée, mon corps aura logiquement besoin d'une semaine pour récupérer ou du moins il aura besoin vraiment de longtemps et donc j'aurai seulement besoin de travailler une seule fois parce que la récupération va être longue. Donc bien sûr, je ne vous dis pas que c'est la méthode la plus efficace pour progresser, c'est pas le cas. Mais c'est de loin la méthode la plus efficace pour bien progresser sans faire beaucoup de sport. Donc comme dit, vraiment, le but ici, il est de maximiser le temps et non pas d'essayer de maximiser les résultats. Et maintenant qu'on a vu la résistance accommodée, on va passer à la seconde partie de la vidéo où je vais vous expliquer les mouvements indispensables que vous devez mettre en place pour avoir un entraînement qui va être très efficace parce que logiquement, si on a un entraînement qui est court, on ne peut pas mettre énormément de mouvements. Et après ça, je vous montrerai des tutos pour que vous puissiez comprendre finalement comment utiliser la résistance accommodée pour chaque exo qui est important d'effectuer. C'est parti! Comme je l'ai dit, logiquement, si notre temps est limité, nous devons choisir les exercices qui vont le plus influencer notre force et notre capacité à bouger de manière générale. Et comme le disait l'économiste italien Vilfredo Pareto,
80% de la richesse d'un pays est détenue par 20% de la population. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est parce qu'il se trouve que cette loi a été ensuite appliquée dans plein de concepts sociaux et à mon sens, nous pouvons également l'appliquer ici dans ce concept qui est sportif. En d'autres termes, 20% des exercices fournissent 80% des résultats. Donc le but, c'est vraiment de trouver ces 20% là. Prenons le squat par exemple. La littérature scientifique nous indique clairement que en plus de gagner, imaginons en force, en masse musculaire et en mobilité, le squat va nous permettre de courir plus vite, de sauter plus loin, de sauter plus haut. Donc vraiment, c'est un mouvement qui va nous ouvrir énormément de portes différentes. Alors que si là maintenant on s'intéresse par exemple au pec deck en musculation, outre les gains en masse musculaire, cet exercice ne vous ouvrira littéralement aucune autre porte. C'est la raison pour laquelle ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant vous montrer ce que Philippe Chubb appelle en fait les Big Five, c'est-à-dire les exercices de force qui vont vous ouvrir le plus de portes en termes de fonctionnalité. Le premier exercice du Big Five est le squat lesté à une jambe. Et là, vous allez me dire, pourquoi pas un squat traditionnel où on est à deux jambes, où on va dans la salle, etc. Et tout simplement parce que c'est plus simple d'accommoder la résistance en étant juste sur une seule jambe. Après, logiquement, si vous n'êtes pas assez fort, vous pouvez faire cet exercice seulement au poids du corps. Donc l'obligation d'être lesté n'est pas forcément nécessaire au début. Mais de manière générale, le squat est de loin le meilleur exercice de jambes qui existe, de par son efficacité. C'est vraiment, à mon sens, le seul exercice de jambes que vous avez besoin dans une perspective minimaliste et donc que vous ferez dans cet entraînement. Et donc voici un tutoriel pour justement utiliser la résistance accommodée lorsque vous faites cet exercice. Alors là maintenant je vais vous montrer comment effectuer un squat à une jambe en utilisant la résistance accommodée. Pour y arriver, on aura besoin d'un support. Moi je vous conseille d'utiliser une corde tout simplement parce que c'est long et c'est simple à attraper vraiment de par la longueur. Ça peut être la corde de vos anneaux, ça peut être un support qui est plus dur comme par exemple un banc, une chaise, etc. Mais vous aurez besoin d'un support pour vous permettre de mieux moduler l'intensité. Parce que comme je vous l'ai dit, nous ce qu'on essaie de faire c'est vraiment de pousser l'intensité à son paroxysme. Chaque répétition doit être excessivement intense, doit être un calvaire. Et donc, nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment de rendre la descente du squat la plus dure possible et de rendre la montée du squat la plus dure possible. Mais puisqu'on est plus fort lors de la descente que lors de la montée, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser un poids. Donc, par exemple, vous utilisez un poids lors de la descente, vous le posez à la fin de la descente et vous remontez sans le poids. Par exemple. Ou ce que vous pouvez faire, c'est garder le même poids, garder vraiment le poids qui sera le plus dur pour votre descente, que vous arrivez à peine à la freiner. Et lorsque vous allez remonter, vous allez vous aider de votre support et tirer davantage pour compenser votre manque de force et avoir suffisamment de force pour pouvoir simplement réussir la répétition, mais tout en étant vraiment très proche de l'échec. C'est-à-dire que vous êtes incapable, vous êtes presque incapable de réussir cette répétition, mais vous avez juste utilisé suffisamment le support pour réussir la répétition et de ne pas être dans l'échec. Okay ? C'est vraiment ça qu'on doit faire. Lorsque vous descendez, c'est vraiment, vous essayez de freiner au maximum, mais c'est comme si vous étiez incapable de freiner, vraiment une descente excessivement dure. Donc logiquement, le poids que vous allez utiliser sera un poids que vous serez incapable d'utiliser lors de la montée. Et lors de la montée, on veut vraiment seulement utiliser le support de manière à ce qu'on puisse vraiment juste réussir la répétition tout en gardant un maximum d'intensité. Donc à quoi ça peut ressembler? Donc par exemple, ce que je peux faire, c'est prendre, hop, ça je vais pousser ça. Imaginons, je prends une kettlebell de 20 kg. Je me mets sur un pied, j'essaie de quasiment pas utiliser le support. Si vous avez besoin d'utiliser le support, utilisez-le par rapport à votre niveau de force, bien sûr. Donc je vais quasiment pas l'utiliser. Hop, j'arrive là. Et là, ce que je peux faire, c'est laisser tomber, essayer de remonter ensuite. Je peux reprendre un poids plus faible et simplement, hop, utiliser le support juste quand j'en ai besoin. Mais vraiment le but c'est de maximiser l'intensité. Là c'était encore trop facile. Il faudrait vraiment que j'enchaîne soit tellement dur que je sois comme ça je remonte excessivement dur. Donc par exemple ce que je pourrais faire ce serait, imaginons l'autre exemple que je vous ai donné, c'est je redescends comme ça, hop, et lorsque je remonte, donc là c'était encore davantage un combat. J'aurais pu encore moins utiliser le support et rendre encore la montée plus dure. Mais vraiment le but, c'est que chaque mouvement de cette répétition soit excessivement dur à effectuer. Que vous trembliez, que ce soit vraiment très très dur. Le deuxième exercice, c'est la traction à une main. Alors à ce moment-là, vous allez peut-être être choqué.
elle me posait deux questions suivantes. Alors premièrement, je ne peux pas faire de traction à une main. Que puis-je faire à la place? Ou pourquoi, là également, comme pour squat à une jambe, pourquoi une traction à une main et pourquoi pas tout simplement faire des tractions à deux mains? Alors ne vous inquiétez pas parce que vraiment pour chaque grand mouvement des Big Five, eh ben, il ne doit pas forcément être atteint. Il est vraiment juste là pour, comment dire, davantage guider votre pratique et chaque exercice peut logiquement être décliné en régressions qui vont correspondre à votre niveau. Alors maintenant, en ce qui concerne pourquoi la traction à une main et pas à deux mains, tout simplement, premièrement, comme je l'ai dit pour squatter une jambe, c'est tout simplement parce que c'est plus facile d'accommoder la résistance de cette manière. Et quelqu'un qui se rapproche de la traction à une main saura logiquement faire beaucoup de traction à deux mains. Alors que quelqu'un qui sait faire beaucoup de traction à deux mains ne sera pas forcément proche de réussir à une traction à une main. Donc ça marche dans un sens, mais ça marche moins dans l'autre sens. Et dernièrement, on va dire la traction au sens large du terme est bien entendu le meilleur mouvement de tirage vertical qui existe, qui vous permet réellement de renforcer votre grip, de renforcer vos bras, votre dos, vos capacités à grimper, etc. Donc voilà, là maintenant je vais vous montrer un tuto de la première régression que vous pouvez effectuer du coup en utilisant la résistance accommodée. Alors là maintenant nous allons voir la première régression pour travailler vers les tractions à une main. Alors je suis un peu limité par rapport à l'espace que j'ai dans mon salon et par rapport à l'angle de caméra que je peux utiliser. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de vous montrer une répétition au niveau de la barre de traction en tant que telle. Néanmoins, moi ce que je vous conseille le plus pour effectuer ce genre d'exercice, c'est de le faire avec des anneaux. Parce qu'en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tirer avec un bras et l'autre bras va être juste là pour nous stabiliser. Logiquement, plus mes bras vont être proches l'un de l'autre, plus le mouvement sera facile, plus mes mains seront éloignées, plus le mouvement sera dur. Et donc là, c'est pareil, si je tire sur un anneau et que j'éloigne le plus possible l'autre anneau, et ben plus le mouvement sera dur. Et donc c'est plus simple en fait d'éloigner notre main lorsqu'on a les anneaux que de le faire sur une barre de traction. Et en plus de ça, beaucoup de personnes ont des limitations au niveau de l'angle qui peuvent utiliser en faisant des tractions. Donc par exemple par rapport à la pronation, par rapport à la pronation ou la supination. Généralement, les gens ont toujours des bugs par rapport à ça au niveau de la rotation. Et donc, pour ce faire, c'est bien d'utiliser des anneaux parce qu'ils bougent à 360 degrés. Donc, les anneaux vont obligatoirement s'adapter finalement à votre mobilité, ce qui n'est pas du tout le cas d'une barre. Okay, donc voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire au début. Pour faire ce mouvement, on va commencer par une rétraction et une dépression des omoplates. Donc, je ramène les omoplates en arrière et je les ramène vers le bas parce que c'est ça qui va nous permettre de bien activer notre dos et de bien engager notre corps de manière générale. Ensuite, je vais essayer de ramener ma tête au-dessus de la barre, au-dessus de l'anneau. En faisant ça, je vais essayer de bien ramener mes coudes en arrière pour là aussi favoriser la dépression, la rétraction des omoplates pour toujours bien engager mon dos. Et c'est comme ça qu'on va faire ce mouvement-là. Okay, donc là, il y a moins de points techniques à respecter, mais les points que j'ai mentionnés restent très importants. Alors, excusez-moi, j'ai juste bougé ça. J'ai trop de trucs dans mon salon. En même temps, parce qu'on habite en région parisienne, c'est dur d'avoir énormément d'espace. Hop, je suis obligé de marcher sur des trucs. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tirer au niveau de ma main gauche qui est en supination et je vais essayer de mettre ma main droite le plus loin possible. Donc là, malheureusement, ce sera juste ça parce que je suis limité par la barre. Imaginons, je vais la prendre avec 2 doigts. Vous pouvez la prendre avec 5 doigts, avec un doigt méga loin en fonction de votre niveau de force. Mais là, comme je l'ai dit, il s'agit simplement d'une démonstration. Donc je vais être ici. Et lors de la phase positive, je vais vraiment essayer, hop, de rendre les choses le plus possible. Et lors de la phase négative, je peux mettre sur un doigt et descendre. Hop. Ce qui me permet de rendre le mouvement de la phase positive le plus dur possible. Et la phase négative, eh ben, je retire un doigt, ramener ma main encore davantage sur le côté, retirer ma main complètement. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Okay, le but, c'est comme je dis, de maximiser l'intensité de chaque phase. Là, vous avez bien vu que par rapport aux autres exemples précédents, j'en ai beaucoup moins chié, mais c'est juste que par rapport à la configuration que j'ai là dans mon salon, eh ben, je ne pouvais pas faire le mouvement au maximum ou à un niveau sérieux de force parce que cette configuration-là est trop simple pour moi.
Mais je pense que vous avez quand même compris les différents principes qui régissent ce mouvement. Le troisième exercice est les roses en front lever. Alors cet exercice, à mon sens, est vraiment de loin le meilleur mouvement de tirage horizontal qui existe. Parce que là aussi, quelqu'un qui se rapproche de ce mouvement saura soulever un point respectable dans n'importe quel autre mouvement de tirage horizontal, par exemple à la salle de muscu. Alors que là aussi, l'inverse, à mon sens, est beaucoup moins probable. Et donc c'est vraiment cette démarche fonctionnelle qui nous intéresse. Et de plus, ce mouvement nécessite à la fois ce qu'on appelle la force bras plié, logiquement pour se rapprocher de la barre, mais aussi la force bras tendu pour rester parallèle au sol. Donc on est vraiment obligé de pousser sur la barre d'une certaine manière, malgré le fait que ce soit un mouvement de tirage. Et en fait, cette force bras tendu, elle est littéralement jamais travaillée en musculation classique. Donc votre force sera beaucoup plus fonctionnelle et vous ouvrira davantage de portes, surtout que la force bras tendu nécessite davantage de force au niveau des omoplates, ce qui vous permettra d'avoir des épaules qui vont réellement être en très bonne santé. Donc là aussi, je vais vous montrer un tuto de la première régression que vous pouvez effectuer en résistance accommodée. C'est parti. Alors pour cet exercice, c'est toujours de par un problème d'angle. Ce que je vais faire, c'est que je vais simplement vous parler des points techniques importants à respecter de cette manière-là et je vais utiliser des vidéos du passé pour vous montrer ces vidéos où j'avais un autre objectif caméra qui me permettait d'avoir un plus grand angle. Alors, la première régression par laquelle vous devez commencer, ce sont des arcs roses. Alors, c'est comme les roses traditionnelles que vous pouvez faire au niveau des anneaux, donc le tirage horizontal très basique, qu'on peut appeler par exemple traction australienne également. Sauf que au lieu de simplement ramener les anneaux, par exemple au niveau de nos pecs ou juste en dessous, là le but, ça va être de ramener nos anneaux au niveau du bassin. Parce que lorsqu'on va ramener les anneaux au niveau du bassin, c'est là qu'on va à la fois travailler la force bras plié, également la force bras tendu, parce qu'il vous faudra justement cette force pour bien ramener les anneaux au niveau de votre bassin. Donc c'est la raison pour laquelle les arcs roses, c'est la meilleure régression par laquelle commencer lorsqu'on souhaite apprendre à faire des front lever roses. Alors, ce qui va se passer, c'est que logiquement, lors de la phase de montée, c'est là où ça va être le plus dur. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement essayer vraiment de ramener les anneaux au maximum de leur amplitude, à condition qu'on arrive à tout de même les ramener au niveau du bassin et qu'on arrive à finir la répétition. Mais la répétition doit être tellement dure que vous êtes vraiment à ça de la louper. Et lorsque vous descendez, puisqu'on est plus fort lors de la descente, lorsqu'on va relâcher les anneaux, on va essayer encore de les pousser davantage vers le bas, encore plus par rapport au bassin, même si ça va être très dur pour vous de le faire, mais vraiment pour rendre l'excentrique la plus dure possible et que vous soyez vraiment à ça de tomber, pour vraiment faire en sorte que chaque phase positive ou négative, excentrique ou concentrique, montée ou descente, soit excessivement dure pour maximiser l'intensité. Le quatrième exercice est la pompe en poirier. Alors ce mouvement est de loin le meilleur exercice de poussée verticale qui existe, là aussi vraiment de loin. Alors quelqu'un là aussi qui sait faire des pompes en poirier soulevera de bonnes charges au développé militaire. Donc par exemple c'est mon cas. Mais l'écrasante majorité des gens qui font du développé militaire, enfin du moins qui font seulement du développé militaire, sont incapables d'effectuer une vraie pompe en poirier face au mur. Donc je dis bien une vraie, pas la pompe merdique entre guillemets que vous avez par exemple retrouvé en CrossFit. Et donc en travaillant ce mouvement, vous allez développer des épaules qui vont être véritablement fortes, qui vont vraiment vous permettre de pousser votre corps dans plein de situations et dans plein d'angles différents. Et là aussi ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un tuto de la première régression que vous pouvez effectuer toujours par rapport à la résistance accommodée. Alors là maintenant je vais vous expliquer comment mettre en place une résistance accommodée lorsque on va faire la première régression pour réussir à faire des pompes en poirier. Alors, je vous ai déjà donné des indications lorsque j'ai donné l'exemple pour vous expliquer à quoi ressemblait la résistance accommodée. Néanmoins, en ce qui concerne la première régression que vous pouvez effectuer, généralement, c'est plus intéressant de commencer avec les mains qui vont être surélevées. La raison pour laquelle c'est le cas, c'est que pour beaucoup de personnes, juste une version même au sol où je vais ramener la tête comme ça en avant, ça va être trop dur. Et en surélevant nos mains, on va avoir davantage de poids au niveau de nos pieds, ce qui va rendre le mouvement plus simple. Néanmoins, il faut faire attention de ramener notre tête au niveau du bloc de yoga et ne pas aller en dessous du bloc de yoga. Parce que logiquement, si on augmente l'amplitude du mouvement, à ce moment-là, l'amplitude devient plus dure. Donc on veut garder la même amplitude qu'on aurait au niveau du sol.
Sauf que cette fois-ci, on va le faire avec les mains qui vont être surélevées. En ce qui concerne les points techniques à respecter, il y en a plusieurs. Premièrement, ne faites pas ce mouvement avec les jambes qui vont être tendues, parce que généralement, vous n'allez pas avoir suffisamment de souplesse au niveau des ischios pour bien effectuer le mouvement et votre dos ne va pas être droit. Donc nous, ce qu'on veut, c'est vraiment garder les jambes pliées. On va descendre de manière diagonale, ce qui va faire que notre tête va aller au-delà de nos mains. Elle ne va pas aller entre nos mains ou juste un peu au-dessus de nos mains. On va vraiment descendre en diagonale pour amener du coup notre tête loin par rapport à nos mains, pas trop loin non plus parce qu'à ce moment-là, logiquement, ça devient une pompe en planche et plus un pike push-up ou une pompe en poirier. Donc ça, c'est autre chose à garder en tête. Et bien sûr, puisqu'il s'agit d'un mouvement de poussée, on veut également avoir une protraction au niveau des omoplates, donc les éloigner le plus possible lorsque nous faisons ce mouvement. Une dernière chose à signaler, c'est que lorsqu'on va faire ce mouvement-là, on veut garder nos avant-bras qui vont être perpendiculaires par rapport au sol parce que c'est la position dans laquelle vont se retrouver vos avant-bras lorsque vous allez faire une véritable pompe en poirier. Ça veut dire que si là maintenant vous entraînez, vous avez tendance à ramener vos coudes en arrière lorsque vous faites le mouvement, vous n'allez pas travailler spécifiquement le pattern que vous voulez réussir plus tard et donc ce sera plus dur pour vous de progresser. Ça marche? Donc voilà, je sais qu'il y a plein de points techniques à respecter au début lorsqu'on ne connaît pas le mouvement, mais c'est pour ça, pour tous les nouveaux mouvements, il y a toujours un certain temps d'apprentissage avant de bien pouvoir faire les choses. Alors à quoi ressemblerait une répétition normale de ce mouvement-là? Ça va être simple. Vous allez donc être ici, vous allez garder les jambes pliées et donc je vais descendre avec ma tête en avant avec du coup dans un angle en diagonale en gardant mes avant-bras qui vont être perpendiculaires au sol comme ceci. Je descends à la hauteur des blocs de yoga, hop, et je remonte, toujours en faisant attention à la protraction des omoplates. Ça, c'est une répétition normale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour mettre en place la résistance accommodée? Comme je vous l'ai dit précédemment dans mon exemple, lorsque je vais descendre, puisque je suis plus fort lors de la descente, je vais vraiment essayer de mettre le plus de poids possible au niveau de mes mains, comme si mes pieds pourraient se décoller, pour mettre davantage d'intensité. Et lorsque je vais remonter, je vais davantage reculer pour mettre plus de poids au niveau de mes pieds, pour rendre juste le mouvement suffisamment simple pour que je puisse effectuer la répétition. Mais comme d'habitude, le but, c'est de maximiser l'intensité à chaque fois. Donc je vais vous remontrer, hop, une répétition. Voilà, donc ça c'est une répétition du mouvement excessivement dur et on se retrouve pour la suite. Le cinquième et dernier exercice est la pompe en planche. Alors c'est le mouvement reine de la poussée horizontale. À mon sens, il n'y a pas mieux parce que là aussi, quelqu'un qui sait faire, on va dire, ne serait-ce qu'une tuck planche arrivera à soulever un poids correct au développé couché. Il ne va pas soulever un poids énorme, mais il va soulever un poids qui est correct. Et aussi, en ce qui concerne tout autre mouvement de poussée traditionnel. Or, par exemple, moi je connais un pote qui s'est soulevé 120 kg développé couché, mais qui n'est même pas capable de rester quelques secondes en tuck planche. Et donc aussi, de plus, ce mouvement, comme le front lever, les roues en front lever, va également travailler la force bras pliés et la force bras tendus. Donc c'est un exercice aussi qui va développer d'autres mouvements, comme par exemple la montée en presse. Et si on combine à ça les pompes en poirier qu'on a vues, ça va réellement vous permettre d'avoir une force de poussée qui va être capable vraiment de résister à toute épreuve. Donc là aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un tuto spécifique pour appliquer la résistance accommodée par rapport à ce mouvement-là. Alors si vous voulez travailler vers les pompes en planche, la première régression par laquelle il est intéressant de commencer, ce sont les lean planche push-ups. En fait, c'est simplement des pompes traditionnelles qu'on va faire en se penchant davantage en avant pour justement davantage mettre l'accent au niveau des épaules et au niveau de la force bras tendu qui sont les facteurs qu'on va retrouver lors d'une pompe en planche normale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais premièrement vous montrer une répétition normale et après ça, je vais vous montrer une répétition en résistance accommodée. Ce qui est important à garder en tête en ce qui concerne les points techniques à respecter, ça va être premièrement de garder un corps qui va être relativement droit. Il n'a pas besoin d'être parfaitement droit, mais on va avoir un corps qui est relativement droit. Donc pour ce faire, on va essayer de le gainer. On va avoir une rétroversion du bassin. Et autre chose qui est aussi très importante,
à signaler, ça va être d'effectuer une protraction des omoplates. Donc vraiment éloigner les omoplates le plus possible. Généralement, pour tous les mouvements poussés, on va effectuer une protraction. Pour tous les mouvements de tirage, on va effectuer une rétraction parce que c'est cette posture au niveau des omoplates qui va nous permettre vraiment de développer des épaules très fortes et de faire davantage face à la charge à laquelle on souhaite se confronter. Ça marche? Donc c'est parti. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans une position traditionnelle de début de pompe. Et pour une répétition traditionnelle de lean planche push-up, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller le plus possible en avant, on descend et on remonte. Ok? Ça, c'est une répétition qui va être normale. Donc on veut faire ça et on veut essayer de maximiser la protraction. Logiquement, votre protraction ne va pas être parfaite. Lors de ce genre d'exercice, l'intention de la protraction est plus importante que l'amplitude de la protraction en tant que telle. Et d'ailleurs, c'est rare de voir des gens qui arrivent à faire par exemple des pompes en planche normale avec une protraction complète, ou de voir par exemple faire des gens faire le front lever avec une rétraction parfaite. Donc c'est vraiment davantage l'intention qui compte. Donc là, ce qu'on va faire pour mettre en place une résistance accommodée, c'est que logiquement, lors de la descente, vu que je suis plus fort en descente, je vais essayer d'aller le plus possible en avant pour vraiment avoir un maximum de poids au niveau de mes mains et au niveau des épaules. Ça va réellement rendre le mouvement très dur. Et lorsque je vais remonter, puisqu'on est moins fort lors de la montée que lors de la descente, je vais légèrement me ramener en arrière de manière à ce que je puisse juste avoir suffisamment la force pour effectuer la répétition, ok? Parce que j'ai pas envie de louper la première répétition. Donc au moins j'ai envie de réussir la répétition, mais j'essaie vraiment de mettre le maximum d'intensité de manière à ce que je sois vraiment à ça près de la louper, ok? Vraiment, chaque phase excentrique ou concentrique, on maximise l'intensité. Donc je vais vous donner un exemple, hop, j'arrive là, vraiment allez. Répétition très dure, mais je pense que vous avez compris le principe. Alors maintenant que nous connaissons la méthodologie et les exercices, quel protocole allons-nous utiliser pour essayer de maximiser nos résultats? Alors vous allez voir que ça va être assez simple, il n'y a que 6 règles en tout que vous devez respecter. Alors premièrement, vous allez faire 3 à 5 séries par mouvement, c'est tout. Vraiment, pas besoin d'aller au-delà, on va pas avoir un volume qui va être très élevé. Deuxièmement, deuxième règle, vous allez devoir aller à l'échec musculaire. En gros, vraiment, à chaque fin de série, vous devez être incapable de continuer le mouvement en question sans récupération. Parce que comme je l'ai dit, chaque répétition doit vraiment être un putain de calvaire. Et c'est la raison pour laquelle je ne vous donne pas un nombre de répétitions qui est fixe à suivre. Parce que logiquement, si vous êtes censé faire de la résistance accommodée et donc vraiment de rendre les choses horriblement difficiles, ça rend vraiment impossible de prévoir le nombre de répétitions que vous allez faire, sachant qu'il va logiquement changer en fonction de la variation de mouvement que vous allez choisir, votre état du moment, votre fatigue, etc., etc. La troisième règle que vous devez respecter, c'est d'effectuer des paires. Donc par exemple, au lieu de faire toutes vos séries de traction à une main, puis toutes vos séries de pompes en planche, ce que vous allez faire, c'est que vous allez alterner les deux exercices. Donc vous allez faire une série de traction, une série de pompes, une série de traction, une série de pompes, etc. jusqu'à ce que toutes les séries soient effectuées. Parce qu'en fait, comme ça, pour la même durée de séance, vous allez avoir une récupération qui va être plus longue, ce qui va vous permettre de travailler avec une plus grande intensité, donc vraiment vous permettre de la maximiser, ce qu'on essaie réellement de faire là maintenant. Donc, de plus, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de toujours coupler un mouvement de tirage et un mouvement de poussée pour essayer de encore maximiser vraiment la récupération davantage pour vraiment la pousser à son paroxysme, entre guillemets. Quatrièmement, je vous conseille d'avoir une récupération d'au moins 2 minutes entre les séries. Et cinquièmement, mettez en place une surcharge progressive et de préférence littéralement chaque semaine. C'est-à-dire que, en gros, de façon hebdomadaire, vous devez augmenter l'intensité de vos séances afin que votre corps continue à s'adapter et que vous ne tombiez pas sur des plateaux. Donc, par exemple, comme je vous le répète à chaque fois, on ne soulève pas 100 kg développé couché, toujours en travaillant seulement avec 50 kg. C'est-à-dire qu'on va peut-être commencer avec 50 kg, mais ce qu'on va faire, c'est que logiquement, au fur et à mesure des séances, on va progressivement augmenter les poids. Et là, c'est littéralement la même chose. Mais
À mon sens, on peut comme se demander comment on peut le mettre en place par rapport à ces exercices. Je dirais qu'il y a deux choses importantes. C'est que premièrement, vous pouvez rendre le levier de l'exercice plus dur. Donc par exemple, dans le cadre des régressions des pompes en poirier, ce serait de se pencher davantage en avant. Et deuxièmement, ce que vous pouvez faire, c'est simplement choisir une variation d'exercice qui est plus dure que celle que vous faites actuellement. Donc par exemple, toujours dans le cadre des pompes en poirier, ce serait de passer d'une version avec les mains surélevées, du coup la version qu'on a vue, à par exemple une version où vos mains sont cette fois-ci au niveau du sol, où vous allez avoir cette fois-ci vos pieds qui vont être surélevés, ou carrément vous allez être contre le mur. Ok, donc il y a toujours une progression vers laquelle on peut aller. Et sixième et dernière règle, ne vous entraînez pas quand vous êtes fatigué. Parce que comme je l'ai dit, le but de chaque séance, c'est vraiment qu'elle soit méga intense. Donc si vous avez passé une nuit de merde, si vous êtes méga fatigué, vous avez passé une journée de merde, et tout simplement reportez votre séance au lendemain, il n'y a pas de souci, mais dès que vous travaillez, faites-le bien. Alors la méthodologie que je viens de vous présenter est vraiment cruellement efficace pour progresser en s'entraînant vraiment très peu. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai eu par exemple ma première tuck en planche il y a plusieurs années, justement ce que j'avais fait coacher à Philippe Chubb. Néanmoins, aucune méthode est parfaite, logiquement. C'est la raison pour laquelle j'ai quand même envie de vous parler des principales limitations qui existent par rapport à cette méthode. Il y en a 4, donc les voici. Alors premièrement, ça va pas vous choquer, comme j'ai répété plusieurs fois, ce n'est pas la méthode qui logiquement va vous faire progresser le plus rapidement. Mais c'est de loin la méthode qui vous fera progresser le plus par rapport au temps que vous allez réellement investir dans vos entraînements. Donc c'est vraiment ça qu'on essaie de maximiser, le temps, pas la performance. Deuxièmement, cette méthode ne convient pas aux débutants qui sont complets. Non seulement parce que logiquement l'intensité sera trop élevée, car on doit toujours créer, à mon sens, une fondation solide avant de faire du travail qui est véritablement intense, mais aussi parce que il y a trop de facteurs techniques à garder en tête, et en plus de ça, on doit gérer l'intensité. Donc ça fait vraiment deux choses compliquées à gérer. C'est pour ça que moi je conseille vraiment à tout débutant de s'entraîner normalement entre guillemets pendant au moins 6 mois afin de comprendre les exercices et aussi afin de comprendre à bien gérer l'effort pour que l'intensité soit réellement présente. Et généralement les débutants ils ont du mal. Donc une fois que c'est fait, à ce moment-là vous pouvez progressivement vous aventurer dans le domaine de la résistance accommodée. Donc c'est ça la deuxième règle, enfin la deuxième limitation. La troisième limitation, c'est de vraiment, comment dire, c'est que vous allez laisser logiquement de côté plein d'exercices qui pourraient être très intéressants dans une démarche de mouvement général. Donc si vous voulez maintenant vraiment développer un physique qui est complet, cet entraînement ne va logiquement pas vous convenir. On est vraiment là pour faire des choix. Et vraiment faire des choix, c'est renoncer logiquement à plein d'autres exercices qui pourraient potentiellement être très intéressants. Quatrièmement, cette méthode n'est pas suffisamment bonne pour beaucoup d'entre vous pour réussir par exemple des mouvements compliqués comme par exemple l'attraction à une main ou le front lever dans son entièreté. Parce que comme dit vraiment le but des Big Five c'est en fait de guider vos entraînements et donc d'avoir les bonnes régressions et le but n'est pas donc forcément d'atteindre les Big Five en tant que tels. Donc en d'autres termes, beaucoup d'entre vous, il faudra davantage de volume pour réussir certains de ces mouvements. Et là aussi, je le répète vraiment des milliers de fois, j'ai l'impression dans cette vidéo, mais vraiment, cette méthodologie n'a pas pour but de maximiser votre force et de vraiment vous rendre absolument surhumain, parce que le but est que vous puissiez vraiment développer une force qui est très respectable et fonctionnelle, mais avec très peu d'entraînement. C'est vraiment ça qu'on essaye de maximiser. Et dans cette perspective, cette méthode est la reine. Mais si vous voulez réellement maximiser pour essayer de progresser le plus rapidement possible vers la traction à une main, c'est pas la méthode qu'il vous faut, ok? Donc voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ce genre de vidéo prend vraiment énormément de temps à la fois à tourner et à éditer. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, à me mettre un j'aime dans la mesure où ça va améliorer la manière dont ma vidéo va être répertoriée. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser non plus parce que je réponds à tout le monde. Sachez également que je publie un guide ultime littéralement tous les mois et si vous voulez voir la playlist avec tous les autres guides ultimes, cliquez simplement ici et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.